Bien, salut Patrice. Salut. Je te remercie infiniment. C'est un grand honneur de te rencontrer et d'échanger avec toi. Bah écoute, je te remercie. Est-ce qu'on dit qu'on a déjà échangé? Oui, on peut le dire, tout à On fait. a échangé en préambule, ouais. Bah écoute, ouais. Et comme je t'ai dit, je te rencontre parce que j'apprécie ce que tu fais. Et j'apprécie la manière dont tu le fais et de te laisser porter par les échanges et tout ça. Et c'est ça qui me plaît. Ouais. Merci beaucoup Patrice, en tout cas. Donc pour les internautes, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ah, alors je suis réalisateur, producteur, monteur. En fait, je fais des films. Je fais des films sur le passé de la planète. Avant, je faisais de la pub. Il y a très longtemps, je faisais de la pub et je filmais des camemberts, des voitures, des hamburgers. Et puis en fait, j'ai découvert le sujet du passé de notre planète de manière un peu sceptique au départ. Et puis j'ai commencé à, parce que je ne pensais pas à cette époque-là qu'on pouvait remettre en question la manière dont la grande pyramide avait été construite. Je ne savais pas qu'il existait des thèses ou des idées parallèles, des hypothèses parallèles. Et donc j'ai commencé à aller là-dedans. Et puis après, j'ai été piqué par le virus de la curiosité. Et je suis resté, puisque ça fait depuis 1999 maintenant que je suis dans ce sujet. Et donc voilà, plus j'ai avancé et plus j'ai envie de montrer ce que je découvrais et de faire des films. Et j'ai fait un film qui a été très controversé, trop à mon goût, qui s'appelle La Révélation des pyramides. Et puis ensuite j'ai fait Bâtisseurs de l'Ancien Monde, un retour sur Bâtisseurs de l'Ancien Monde, qui est un film complémentaire, qui sont sur YouTube, ces films. Et là il y a un nouveau qui est en préparation. Film d'ailleurs sur les pyramides qui a fait beaucoup de bruit, ça c'est clair. Ouais, il a fait. Il a été diversement reçu. On pouvait lire en commentaire incroyable, ce film génial, m'a ému ou changé ma vie. Et dessous, j'ai jamais vu un navet pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est des réactions qui sont très contrastées la plupart du temps, parce que c'est un sujet qui est assez compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, moi qui étais vraiment dans le marketing et tout, que quand on commence à toucher au récit fondateur de notre société, c'est un peu comme une religion en fait. Et quand on touche à l'histoire, ça commence à mettre mal à l'aise les gens. C'est un sujet qui se trouve au carrefour de plein de choses, les matérialistes, les spiritualistes, les croyants, les athées. Ça touche aussi les ingénieurs parce que c'est de la construction quand on parle des sites anciens. Les gens qui sont ouverts aux extraterrestres et à tout ça. Donc, c'est vraiment un carrefour assez étonnant, en fait, où plein de gens viennent s'abreuver comme un point d'eau. Et donc, ça génère toutes sortes de réactions. Et je ne pensais pas que c'était comme ça en le faisant. Et je ne pensais pas que j'allais heurter un peu des frontières de la société où, en fait, le simple fait de poser des questions sur le passé de la planète te rend d'un seul coup suspect. Par suspect de quoi, j'en sais rien, j'ai tellement entendu de choses à mon compte, mais ça fait, comment dire, ça peut être parfois très dérangeant. C'est pas un sujet, ce sujet-là, à aborder lors d'une réunion de famille à Noël ou un dîner d'anniversaire, parce que ça peut mal tourner, c'est un peu comme les sujets politiques, quoi. Et en revanche, avec des gens qui sont suffisamment ouverts, c'est un sujet qui est passionnant, vraiment. Moi, je vais parler un peu plus de l'aspect. Moi, j'adore la réalisation, le montage. Toi, comment tu élabores un projet? Combien de temps ça te met? Tu contactes comment les personnes? Comment tu les trouves? La révélation. Je vais prendre sur la révélation des pyramides. Il y a déjà le temps, la découverte du sujet. Moi, j'ai découvert en 99 et j'ai commencé à tourner en 2007. Donc il s'est écoulé quand même un certain laps de temps. En 2005, je suis allé en Égypte pour la première fois. Et là, j'ai pris conscience, j'avais une connaissance théorique du sujet. Et en allant sur place, j'ai vu des choses que je ne voyais pas dans les documentaires égyptologiques classiques. Des roches énormes les unes sur les autres et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, ça fait 6 ans, il faut peut-être que je fasse un film, ne serait-ce que pour poser des questions. Et donc après, je suis allé voir les chaînes de télé, les productions. J'ai passé 1 an et demi, à peu près. Ça s'est étalé sur 1 an et demi, ça n'intéressait personne. Et quand on me rappelait, on me disait non, ça ne nous intéresse pas, quand on daignait me rappeler. Et donc après, j'ai décidé de le produire, de ne pas passer par d'autres producteurs et de le produire nous-mêmes. Donc il y avait une petite structure de production qui avait monté une personne et qui voulait que je travaille avec, donc qui m'avait donné des parts dedans.
Bon, il s'est avéré que c'était très compliqué après derrière, donc il faut faire très attention avec qui on s'associe et comment on s'associe, ça aussi. Et une personne est venue et en fait, assez paradoxalement, ça a pris moins d'1 an pour réunir le budget qui était de 950 000 euros. Donc ça, c'est ce qu'on a récupéré. Et on est allé tourner, le premier jour de tournage, c'était 2007. Et la livraison du film en 2 épisodes, c'était en 2009. Et du film terminé, parce qu'au final, le distributeur a voulu qu'on fasse un seul film, ça a été en 2010. Donc voilà, ça te donne une idée. Et Bâtisseurs de l'Ancien Monde a été démarré en 2016. Et je l'ai présenté pour la première fois au public en 2018. Ah oui, comme tu dis, le temps n'existe pas. Ouais, et ça prend du temps de faire des films comme ça aussi. Moi, j'aimerais bien en faire un par an, mais j'ai pas les moyens de le faire comme ça. Question un peu plus, tu vois, philosophique. Toi, Patrice, à travers toutes tes rencontres, même à travers même des objets, des monuments, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Ah, qu'il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus beau que ce qu'on pense généralement. C'est-à-dire que ça m'a fait prendre conscience. Et il y a une vraie différence entre prendre conscience et savoir. Par exemple, on peut savoir que fumer, ça empoisonne. Le jour où on prend conscience que ça empoisonne, on arrête de fumer. Donc la prise de conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est pas évident à mettre en place, parce que savoir, on va dire, c'est une pensée, c'est le mental. La prise de conscience, c'est autre chose. Et ça m'a fait prendre conscience de la beauté de l'être humain, de la beauté de la terre, de la beauté de la nature. Moi, j'ai toujours été amoureux de la nature depuis que je suis enfant, mais après, j'ai compris pourquoi. Et j'ai vu dans la nature qu'elle était à la fois artiste et ingénieur. C'est-à-dire artiste parce que ce qu'elle crée, c'est très beau. Ce qui est créé par le vivant, parce que quoi qu'il arrive, c'est une création. Hein. Ça vient avec des atomes et des molécules qui vont s'assembler. Et c'est à la fois très beau et en même temps, c'est très, en termes d'ingénierie, c'est très poussé, très intelligent, très bien pensé. Et la nature a quelques milliards d'années d'avance sur notre technologie. Même si nous, on progresse à grands pas, on fait des choses incroyables, elle est encore beaucoup plus loin. Et un organisme humain fait que le smartphone avec lequel tu nous filmes à côté, c'est un grain de sable par rapport à la complexité de l'organisme humain. Alors là, tu vois, je vois des objets derrière toi. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? Alors, ça, c'est des minéraux, parce que les minéraux sont importants. Ça, c'est des choses qu'on trouve en Égypte, c'est des scarabées, c'est des souvenirs. Alors, c'est juste fait artisanalement en Égypte. Moi, c'est pas made in China. Ça, c'est un bout de quartz trouvé sur un site, sur le site d'Abu Ghurab, en Égypte. Donc, c'est quelqu'un qui a dû faire quelque chose, que ça ne vient pas à l'état natif, hein, c'est quelqu'un qui l'a perdu, je pense. Du coup, voilà, il est là, je l'ai gardé. Ça, c'est du mica, c'est une feuille de mica. C'est ce qui compose le granit. Le granit, c'est ça. Enfin, c'est ça. Ça, c'est un morceau de granit, du granit rose d'Aswan. Et donc il y a du quartz, du feldspath et du mica. Et le mica, lui, se présente comme ça, sous forme de feuille. C'est un matériau, c'est hyper tendre, je peux le casser comme ça. Et ça, c'est des reproductions de blocs qui se trouvent sur le plateau du site de Tiwanaku, qui s'appelle Pumapunku. Pumapunku et la Tiwanaku. Et donc c'est des blocs en andésite, une pierre très dure. C'est des reproductions. Et voilà, c'est des blocs l'histoire nous dit que ça a été fait par les pré-Incas, donc au 8e siècle de notre ère. Et ils sont très étonnants en termes de design, mais pas simplement que l'aspect. Ils ont des dimensions aussi très particulières, donc voilà, qui ne constituent pas en soi, parce que ça fait 1 mètre pile de hauteur, et ça fait 1 mètre pile de largeur. Ça fait 30 cm. Donc là, on a 1 mètre. Là, ici, on est à 22 cm. Et on a des écarts qui tombent dans le système métrique. Or, c'est pré-Inca et le mètre a été adopté, en tout cas déterminé en 1795. Donc avant 1795, on ne devrait pas trouver ça. Et il se trouve qu'il y a ça. Et ça pourrait être un hasard. Mais en même temps, on le trouve ailleurs sur la planète, en Égypte aussi. Donc est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une redécouverte? Bon, ça, après, ceux qui connaissent mon travail comprendront ces questions. Parce que sinon, ça, c'est
donc il y a deux choses. Il y a la petite plaque qu'on trouve dans le musée qu'il présente, c'est une reproduction. Donc on dit, c'est un objet qui a à peu près un peu plus de 5000 ans et qui a été retrouvé dans la tombe du prince Sabou. Il s'appelait comme ça, donc il s'est fait, dans sa tombe, il a fait disposer cet objet-là qui devait être précieux pour lui. Et il est écrit probablement un vase à fleurs de lotus ou un encensoir, donc pour mettre de l'encens. Et moi, voilà, quand je vois cet objet-là, je ne vois pas un vase à fleurs de lotus ou un encensoir, je vois pareil une forme qui est très particulière. Encore, celui-là, c'est juste une reproduction. Il faut voir l'original qui est au musée du Caire, qui est en Égypte, qui est filmé, qui est dans BAM aussi, qui fait 60 cm, donc qui est beaucoup plus grand. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est quelqu'un qui avait fait une reproduction en amidon de maïs. Après, ça, c'est des échantillons de granit. Ça, c'est le granit rose d'Aswan. Ça a été scié par le géologue avec lequel j'ai travaillé dans la révélation des pyramides et dans BAM. Et ça, c'est du granit de Barabar. Donc, le Barabar, c'est en Inde, c'est le site du prochain film. Et c'est des bouts de granit qui ont été sciés pour faire apparaître la texture. Voilà. Ça, c'est une pierre que je trouve très belle. Oui. Je ne sais pas si elle a de la valeur, mais parce qu'elle est vraiment dans la gamme de couleurs c'est anecdotique, hein, mais de BAM. Oui, c'est vrai. On est dans les tons de vert, de bleu et tout ça. Je me dis, tiens, c'est sympa. Ça, c'est ça, c'était ma fille. Ça, c'est une reproduction d'une plaque qui se trouve à... Comment s'appelle cette pyramide? Je l'ai sur le... Palenque. Et il y a une dalle à l'intérieur de cette pyramide, une énorme dalle de pierre sur laquelle est représenté ce personnage-là. D'accord. En fait. Et quand on le regarde, si tu le regardes de très près, il est dans une drôle de position qui a fait dire à certains qu'il était en train de piloter un vaisseau spatial. Parce qu'il avançait, on dirait qu'il chevauche comme une espèce de moto. Et donc voilà. Et cette dalle, en fait, tout le temple a été construit autour de cette dalle. On ne peut pas la sortir parce qu'elle est trop grosse, elle est en une seule pièce. Et ça, c'est des gens qui avaient fait une reproduction et qui me l'avaient passé. Ça, c'est quelqu'un qui avait fait un bijou avec un mini-disque de Sabou. Voilà. Ça, c'est la Grande Pyramide, une reproduction de la Grande Pyramide qui a des proportions très particulières, cette pyramide. Pareil pour ceux qui s'y intéressent. Et ça, c'est une reproduction d'un mur dans Cusco. En fait, c'est la pierre à 12 angles, celle-là ici. Et on a fait ça avec des gens, c'est la petite boîte qui fait ça, ces trucs, qui s'appelle Lithosphère. Et on a fait ça pour faire un objet ludique, parce que c'est un puzzle, et en même temps pour montrer la complexité d'assemblage de ces formes-là, et à quel point c'est pas évident, en fait. Et juste là, si on retire toutes les pièces et si on donne pas de modèle, il faut au minimum 1h30, voire 2 heures pour refaire ça. Chaque pièce a son emplacement particulier, et encore c'est très simplifié par rapport à la version originale qu'on trouve dans Cusco. Et donc ça, c'est les énigmes, parce que là on a 12 angles, et puis ça vient tout autour, mais mieux que ça dans la réalité. Voilà. Patrice, à travers toutes tes découvertes, j'imagine tu n'as pas de réponse, tu as encore plus de questions. Ouais, plus de... Ouais. Toi, ton avis, comment tu expliques, tu disais tout à l'heure, c'est l'intelligence collective, il y a une force qui pilote tout ça. Je pense qu'il y a... en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a le choix entre deux possibilités par rapport au mystère de la vie, parce que si c'était pas un mystère, on aurait les réponses à toutes sortes de choses, or on les a pas, donc ça reste un mystère. Et il y a d'un côté des gens qui pensent que tout ça c'est organisé depuis le hasard et qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a que le sens que nous on projette sur les choses, mais que c'est globalement, on va dire, une matrice, puisque c'est un endroit dans lequel on est, qui est né du chaos, du hasard, avec quelque chose qui a poussé tout ça en avant, qui s'est développé et qui arrive là où on est aujourd'hui, mais ça s'est fait tout seul, de l'intérieur. Et puis il y a, ça c'est l'aspect...
hasard, scepticisme, l'athéisme. Et de l'autre côté, il y a le dieu des religions du livre, donc les 3 grandes religions principales, mais après on va trouver dans le bouddhisme, on est dans des religions qui sont, les religions du livre sont des religions révélées. C'est une personne qui est allée en haut d'une colline ou d'une montagne et qui est redescendue en disant j'ai parlé à Dieu ou je l'ai vu en songe, etc. Il a dit ceci ou cela. Une personne qui avait suffisamment de charisme ou en tout cas une attitude qui était suffisamment, et je ne veux pas rentrer dans la critique des religions, mais une attitude très particulière qui faisait que les gens avaient envie de le croire. Mais en fait, ce n'est pas une expérience directe. C'est parce qu'on croit quelqu'un qui va raconter quelque chose. Donc c'est des religions qui reposent sur la croyance. Alors que je pense que nos anciens, et ces anciens bâtisseurs qu'on cherche, n'ont pas procédé de la même manière. Et en fait, ils n'ont pas décidé de croire en quelque chose pour croire en quelque chose ou pour se rassurer, ou que leur démarche a été, au contraire, très scientifique. C'est-à-dire qu'ils se sont promenés dans la nature et puis ils ont observé des règles, des principes, et qui se sont dit que s'il y avait globalement la réalité se tisse dans le temps et dans l'espace, puisque c'est ça, et ils se sont dit que s'il existait une trame qui précédait le temps et l'espace, c'est donc qu'elle était avant la manifestation. J'essaye de le mettre en mots simples, et que s'il existait une intention préalable à la réalité, c'est qu'il existait, cette intention émanait d'une volonté et donc d'une énergie créatrice. Alors, ils n'ont pas voulu, ils se sont dit que si cette énergie ne s'était pas manifestée là, c'est qu'elle n'avait pas envie qu'on s'intéresse à elle et qu'il valait mieux s'intéresser à sa création, et qu'en comprenant les lois et les principes qui régissaient la nature, en fait, puisque c'est ça, pour eux, ils ont pris ça comme un livre, ils allaient comprendre quelle allait être leur place dans cette grande harmonie, parce qu'ils ont tout de suite vu que tout fonctionnait comme une horloge. C'est l'horloge qui a repris, je crois que je ne sais plus si c'est Voltaire ou Diderot qui a repris ça après derrière, mais que tout fonctionnait comme une grande horloge cosmique. Les étoiles tournent, les saisons, les cellules, la vie, enfin tout fonctionne et tout est impeccablement réglé. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve en science, qu'on appelle le fine-tuning, c'est les réglages fins de l'univers. Si on avait changé, ne serait-ce que vraiment un micro nombre d'une des constantes, l'univers n'aurait pas existé. Donc ils se sont dit que si ça existait, que c'était réglé, que c'était bien en place et qu'il y avait une trame sur laquelle, vous voyez bien que les plantes poussaient avec des géométries particulières, le nombre d'or et tout. Ils se sont dit, il y a forcément un horloger derrière tout ça. Si ce n'est pas manifesté à nous, c'est qu'il n'avait pas envie qu'on s'intéresse à lui, donc on va s'intéresser à l'horloge. Et on va trouver quelle est notre place au sein de l'horloge. Donc leur démarche est complètement différente de la nôtre. Ils n'essayent pas de conformer la nature à leurs besoins, c'est ce que nous on fait aujourd'hui. Ils essayent, eux, de se conformer aux besoins de la nature, pour être en osmose avec la nature. Et parce que, à mon avis, ça me semble être la démarche la plus prudente, parce que se mettre en opposition à une vieille dame qui a 4,5 milliards d'années... je suis pas sûr que... on ne sait pas trop comment fonctionnent les choses, mais quand il y a une surpopulation dans une espèce animale, il va se passer quelque chose pour que ça se régule. Donc il faut que nous, on fasse attention à ça. Enfin bon, moi je ne m'amuserais pas, c'est pas la voie que j'explorerais, quoi. En tout cas, de l'autre côté, la voie de l'harmonie, et avec juste à froid, une observation, et pas derrière de... Quand on parle d'une intelligence créatrice, on ne parle pas de quelque chose qui va porter un jugement moral, qui va parler du bien et du mal, parce que voler, c'est pas bien, voler pour nourrir ses enfants, c'est pas mal, tuer, c'est pas bien, tuer une personne qui va tuer 10 millions, qui a pour plan de tuer 10 millions de personnes, est-ce que c'est mal? Donc tout est relatif, et les anciens fonctionnaient de cette manière-là. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est très manichéen, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, c'est ceci, c'est cela, c'est communiste et c'est ultralibéral. C'est que des oppositions qui nous amèneront nulle part, en fait. Et là, on rentre dans un monde un peu de nuances, et on le voit avec aussi ces histoires de genre qui sont sorties, parce que on voit que finalement, c'est pas forcément homme-femme, par exemple. Et je pense que c'est ce que les gens sentent intuitivement, que finalement tout est plutôt continu que séparé,
Et ça, c'est ce que, entre autres, les anciens disaient. Voilà. Donc c'est un peu long ma réponse là-dessus sur ça, mais eux pensaient oui, qu'il y avait une intelligence créatrice et qui était responsable de la création de cet univers. Et qu'elle attendait rien de plus à ce que tout fonctionne en harmonie. Voilà. Donc le but de la vie, ce serait de se mettre en harmonie avec la nature et avec les autres. Pour eux, c'est ça. Alors moi, j'aime beaucoup les gens de l'ombre, ceux qui tendent la main. Toi, Patrice, quelles sont les personnes qui t'ont tendu la main, qui t'ont permis de devenir l'homme que tu es aujourd'hui, sur tous les plans? Wow. Elle est bien cette question. Il y en a eu plusieurs. Je dois les nommer ou pas? Comme tu veux. Il y a des gens, et je trouve que c'est assez bien fait quand on lâche prise. C'est la chose la plus importante. J'ai commencé le début de ma vie par la volonté, et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de volonté pour faire plein de choses et faire plein de projets et tout ça, mais ça me coûtait une énergie, mais j'y allais, quoi. J'avais envie de faire quelque chose, je poussais, je lâchais pas et tout, indépendamment de ce que ça pouvait faire aux autres ou les agacer, même si je les avais eus parce que je les avais eus à l'usure, je m'en fichais. Ce qui m'intéressait, c'était d'atteindre mon objectif. Et au moment où j'ai lâché prise et je me suis mis à faire ce qui me plaisait, juste ce qui me plaisait, tout s'est organisé vraiment différemment et j'ai rencontré à différents moments de ma vie des gens qui m'ont chaque fois aidé à passer d'un endroit à un autre, d'une pensée à une autre, une marche de plus sur l'escalier. Et parfois c'est des rencontres qui ont duré longtemps, parfois c'est des rencontres qui sont instantanées, ou qui durent juste le temps d'un voyage. Tu croises quelqu'un qui va dire une phrase et ça change ta vie. Donc ce serait difficile de toutes les nommer, mais oui, je ne me suis pas fait tout seul, ça c'est clair. Patrice, quels sont tes futurs projets? Sur quoi tu travailles actuellement? Alors sur Barabar, les chambres de Barabar, qui sont 2 sites en Inde, Barabar et Nagarjuni, qu'on a visité pour la première fois en 2017, qu'on connaissait avec Jérôme, la personne avec laquelle je travaille, on les connaissait depuis une quinzaine d'années déjà. Donc ouais, ça fait plus de 20 ans qu'on connaissait, on avait vu des photos, mais on s'était dit qu'il fallait absolument y aller un jour. Et quand Bâtisseurs l'Ancien Monde s'est présenté, on s'est dit allons voir, puisqu'on travaillait sur des surfaces de granit poli et qu'on avait vu que c'était comme ça là-bas, donc on y est allé. On ne s'attendait pas du tout à découvrir ce qu'on a découvert. Et là pareil, on a fonctionné en lâcher prise, c'est-à-dire que on a voulu essayer de les mesurer, puis on n'a pas pu les mesurer parce que les parents étaient inclinés, donc on s'est dit, on a quand même pu mesurer les surfaces, on a vu que c'était lisse comme du verre. Et on s'est dit, on reviendra faire un scan 3D, comme ça après on sera tranquille pour travailler chez nous, on pourra voir à Paris et mesurer, travailler sur nos scans, parce que c'est un super outil, c'est une nouvelle technologie, enfin c'est une nouvelle, elle existe depuis une dizaine d'années, un peu plus, mais pour nous c'était nouveau, on venait de découvrir ça et on s'est dit, tiens c'est un super outil, il faut qu'on travaille avec. Et donc on les a scannés en 3D, et juste avant la fin de BAM, et là, la société qui a fait ça est revenue vers nous, il nous a donné des planches et tout ça, et il nous a appris que les chambres étaient symétriques. Ce qui, sur le moment, évidemment, ça voulait dire quelque chose. On avait déjà abordé le thème de la symétrie dans les films, mais ça voulait dire que tu prenais la partie gauche et tu la superposais sur la partie droite, et la partie droite sur la partie gauche, et tu avais quasiment les points au même endroit. Mais c'est pas allé plus loin que ça, et sur le moment, moi, j'étais vraiment préoccupé par BAM, faire BAM, je ne savais pas ce que ça allait donner, donc on est resté là-dessus. Et on a pris conscience plus tard de ce qu'impliquait la symétrie. Et dans un rapport qui est sorti, on s'est rendu compte de la complexité de ces objets. Et que c'était même beaucoup plus que ce qui était donné à voir à l'œil nu. Et que du coup, ça nous a posé beaucoup de questions. Et là, c'est toujours la même chose. On se dit, mais c'est pas possible. En fait, ça représente un travail colossal de réaliser ces chambres. Des années et des années de travail. Avec des caractéristiques qui ne sont pas utiles. Par exemple, c'est symétrique, ça ne sert à rien. Cette pièce-là dans laquelle on est n'est pas symétrique, puisqu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de quelque chose de symétrique. Là où on a besoin de symétrie, de précision, c'est dans les domaines médicaux, militaires, dans certaines applications scientifiques. Alors, là, on a besoin d'avoir certaines mesures, certaines surfaces, etc. Mais une église n'est pas symétrique, même si... on peut reproduire, là on parle d'une vraie symétrie, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des objets très précis. Et donc là,
dans cette recherche-là, plus on a avancé et plus on s'est rendu compte que ça représentait un travail complètement dingue à une époque où, encore une fois, les formes, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que ça, les Priyanka font des blocs avec qui ont des difficultés qui sont techniques. Les anciens Égyptiens font des disques qui sont présupposément un encensoir ou un vase à fleurs de lotus, mais qui ressemble plus à, je sais pas moi, une roue, on ne sait pas ce que c'est. Et bien là, ces chambres, c'est pareil. On a découvert la complexité de ces chambres et donc le prochain film portera là-dessus. On va essayer de montrer au plus grand nombre possible de personnes à quel point elles sont, parce qu'en fait elles sont uniques au monde, c'est exceptionnel, il y a un seul endroit au monde où elles existent, c'est là-bas, c'est en Inde, et on n'a jamais refait quelque chose d'approchant. Donc il n'y a aucun point de comparaison. C'est le seul endroit, seul endroit sur la planète où ça existe. Donc ça mérite de se questionner. Alors Patrice, comment on peut t'aider? Qu'est-ce que tu recherches actuellement pour que ça puisse se concrétiser? Plusieurs choses. Un, c'est que le bâtisseur de l'ancien monde est sur YouTube, donc le lien tourne. Et on peut nous aider déjà de cette manière-là, c'est-à-dire en allant voir le film, et si on aime, à ce moment-là, acheter un streaming sur notre plateforme de streaming. On a le site bâtisseur-de-l'ancien-monde.com, et dessus, il y a plein de possibilités. Les gens peuvent faire un don, peuvent acheter un DVD, un livre, comme ça leur permet de nous donner de l'argent, parce que c'est des produits qu'on vend en direct, donc on fait des marges plus grosses. Et c'est donnant-donnant, on va dire. Les gens ont un objet, ont quelque chose, et puis de l'autre côté, nous, ça nous permet de continuer la production. S'ils sont très riches, ils peuvent nous supporter, nous faire un don, nous payer des voyages, des objets, du travail de personnes. Ça peut se faire. Il y a des gens qui ont contribué. Un des disques durs a été offert. Le système de prise de son a été offert. Par des gens qui avaient envie d'aider. Et après, ça peut être en relayant, en parlant, en organisant des conférences, des projections. Voilà. Il y a plein en relayant le projet, quoi. Et en parlant même aux autres avec calme, hein, parce que c'est pas c'est pas la vérité, en fait. C'est ça qu'il faut. On n'est pas des porteurs de vérité, et on vient pas dire la vérité sur le passé. On vient se poser des questions, et poser des questions qui en fait nous font rentrer dans une démarche de curiosité, et qui au passage génère un très très beau voyage, parce que ces sites anciens sont juste sublimes. Donc voilà, en fait on a tout à gagner à s'intéresser à ça, à ce qu'ont fait nos anciens, et nous on pense que c'est des humains en plus, on pense que c'est nos ancêtres, mais peut-être nos ancêtres qui n'étaient pas câblés comme nous, qui pensaient complètement différemment. Donc c'est aussi intéressant à cette époque-là très particulière de notre évolution, où tout le monde a peur qu'on aille dans le mur, hein, parce que je crois que c'est un peu, si on devait interroger les gens dans la rue et demander si dans 15 ans, les grands problèmes de l'humanité, comme la famine, la pauvreté, tout ça seront réglés, je pense, sans me tromper, qu'à 95 ou 99% des gens diraient « oh là non, ça va être pire ». Et c'était pas le cas, moi, quand j'étais ado, parce qu'on pensait que la science allait régler tous les problèmes du monde, qu'on allait rentrer dans une ère de paix, de prospérité, de partage, d'amour, comme les pubs de Monsanto qu'on a encore aujourd'hui, qui osent encore le dire. Et dans la pratique, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Là. Les quelques années qu'on vient de traverser le montrent. Et encore, ça c'est nous dans les pays les plus favorisés du monde. Les pays qu'on a visités avec des projets comme BAM, l'Inde, ça a été extrêmement compliqué pendant la période du Covid, hein, par exemple. Il y a eu des exils de plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient des vendeurs de rue, qui vivaient du commerce comme ça, non déclaré. Comme tout était fermé, ils ont été obligés de rentrer chez eux. C'est des choses qu'on ne devrait plus vivre en 2022 à notre époque sur notre planète, quoi. Voilà. Donc après, je pense que justement, s'interroger sur le fait qu'une civilisation a pu avoir une autre approche, et peut-être plus en osmose avec les éléments, à l'heure où on parle de problèmes de climat. Je ne pense pas que ce soit ça le plus dangereux, je pense que c'est juste l'attitude de l'humain vis-à-vis du vivant en général. La surpêche dans les océans, la destruction des sols avec des produits agressifs, les abeilles et tout ça, c'est ça qui est beaucoup plus important que le réchauffement climatique. Et je pense que c'est le respect de l'endroit dans lequel on vit qui devient primordial.
Et donc, s'intéresser à des gens qui ont foulé le sol de la planète et qui ont été capables d'accomplir de tellement grandes choses que nous, on n'est même pas, probablement pas capable de le refaire. En tout cas, on n'en a même pas l'idée. Ça vaut le coup d'écouter peut-être ce qu'ils ont à dire. Voilà. Alors, dernière question un peu égocentrée, mais toi qui aimes aller enquêter, toi, Patrice, quelle trace aimerais-tu laisser sur cette terre? Écoute, moi perso, je pourrais dire mon ego, non, je m'en fous. En fait, ça, à mon âge, j'en ai un peu rien à faire. J'ai eu une période dans laquelle j'étais mu par la reconnaissance, etc. C'est au début, et puis peu importe les moteurs, et puis après je l'ai compris, j'ai identifié ces choses-là, et je suis plus là-dedans. En revanche, le travail, ouais. Si demain on disparaît, on est oublié, mais que ce sujet est ouvert, et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, c'est admis qu'une civilisation nous a précédés, que ouais, voilà, je serais super content d'avoir contribué à ça, avec plein d'autres qui le font en plus en ce moment, et je dis ça vraiment sans fausse modestie. En fait, je me fiche un peu des biens matériels et ces trucs-là ici, et voilà, j'ai aussi compris que pendant un moment, il y a longtemps, je pensais que j'étais quelqu'un de spécial et d'unique, ce qui est vrai, on est tous spéciaux et uniques, mais en fait aujourd'hui, je me considère plus comme une cellule d'un organisme, et donc j'ai juste envie, moi, d'être à ma place, et j'ai l'impression d'y être, donc ça me rend heureux. Et après, derrière, quand je partirai d'ici, c'est de me dire j'ai fait plus de choses utiles que de choses inutiles. Voilà. Ouais. Sur ce, Patrice, je te remercie infiniment, encore une fois, pour le temps que tu nous accordes. On a passé un peu plus que prévu. Hein. Oui, mais c'était vraiment très très enrichissant. Et l'aventure continue, je dis toujours ça. Ouais, écoute, ça a été à un moment un des slogans du film. Ah oui. Il y en avait un qui s'appelait comme ça, l'aventure continue. Ouais. Donc, puisque la vie, c'est une grande aventure, et l'aventure continue. Écoute, bon courage, et continue d'interroger des gens aussi intéressants que ce que tu as fait dans Panache. Là, il y avait des gens super intéressants. Merci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les écouter, à les entendre, tant même enfin bon, je ne vais pas les citer là, mais il y avait des gens étonnants, quoi. Ouais. Merci, Patrice. Et merci à ceux qui ont écouté aussi et vu.